Et aujourd'hui, on a intégré dans l'administration. D'accord. Sur aujourd'hui le besoin qui est là, il y a déjà une bonne partie qui est meublée. Merci à vous, Marouane. On va se tourner vers l'invité du jour. Mamadou Ouri Diallo, président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée avec lui. On va parler tout à l'heure de sa proposition de projet de réforme constitutionnelle. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Vous nous avez trouvé dans un studio électrique. Monsieur Ndoye, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir d'être parmi vous et je vois qu'effectivement le plateau il est tout chaud et j'aime ce genre de débat. Vous aimez ce genre de débat. Alors, première question, Habib Marouane. Oui, on a vu votre proposition d'une nouvelle constitution, votre projet. C'est un projet de nouvelle constitution qui a été soumis au président du CNT, Dr Dansa Kourma, qui disait récemment qu'il faisait appel à toutes les compétences pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Et vous, étant de ce lot de jeunes Guinéens qui ont voulu proposer votre œuvre à la transition, vous avez fait ce projet de constitution. Est-ce que vous pouvez nous parler nous présenter votre projet de constitution? Absolument. Merci encore une fois pour cette question. Premièrement, il est important de savoir que nous sommes arrivés à cette phase de la transition où justement le débat sur la réforme constitutionnelle est supposé commencer dans notre pays. Il faut bien comprendre que la transition, l'une des raisons pour laquelle nous sommes dans cette situation, c'est parce que par le passé, nous avions des institutions qui n'ont pas été suffisamment fortes pour canaliser toutes les contradictions ou toutes les oppositions politiques dans nos institutions. Donc, en quelque sorte, nous sommes dans cette situation aujourd'hui parce que les contradictions politiques se sont exprimées dans la rue et en quelque sorte jusqu'au palais Sékou Touré. Donc, il faut absolument, au cours de cette période de transition, arriver à une situation où on propose une nouvelle ingénierie institutionnelle à notre pays qui permet en quelque sorte d'absorber toutes les contradictions politiques au sein des institutions. Voilà pourquoi, depuis 2010, nous nous sommes lancés dans ce projet de rédiger, ou en tout cas de trouver le modèle institutionnel qui répond un peu aux caractéristiques sociopolitiques de notre pays. Donc, la proposition que nous faisons aujourd'hui, que nous soumettons aux autorités de la transition, premièrement... Vous n'avez pas fait de plagiat quelque part? Non, premièrement, c'est une proposition intellectuelle et scientifique qui repose sur un travail intellectuel et scientifique. Nous avons fait des recherches pour savoir quel est le modèle qui peut correspondre à des sociétés comme les nôtres qui sont caractérisées par une formidable diversité socio-économique, politique, parce etc. On a comme l'impression que là, Deuxièmement, il y a plusieurs parties qu'on retrouve partout presque. La question, si vous avez copié, prendre justement, ce qui caractérise notre projet, comme je vous le dis, c'est parce que ça repose sur un travail intellectuel et scientifique. Dans notre travail de recherche, nous avons trouvé le modèle qu'il faut pour un pays comme la Guinée. C'est un modèle scientifiquement qui s'appelle le modèle consociatif. Mais grosso modo, c'est un modèle de partage de pouvoir. D'accord? Donc, nous sommes allés sur cette base. Ensuite, nous sommes allés voir un peu partout dans le monde, dans des pays qui sont un peu similaires à la Guinée, avec une sociologie politique qui est un peu similaire à la Guinée, comment ils ont rédigé leur constitution. Nous nous sommes inspirés de ces modèles pour les adapter au cas de la Guinée. Donc, voilà un peu, j'ai envie de vous dire, premièrement, le background, l'idée globale qui a sous-tendu à notre démarche. La deuxième chose, effectivement, nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, à chaque fois qu'il y a des élections, vous le savez plus que moi, il y a toujours des bagarres au point qu'il y ait des morts. Donc nous nous sommes dit, pourquoi s'entretuer pour le pouvoir? Et je m'en vais vous dire que dans d'autres contrées, si vous allez en Europe, en Amérique, en Asie, on se demande pourquoi les Africains continuent à se tuer pour le pouvoir. Parce que le pouvoir, en réalité, se partage. Donc nous avons fait cette proposition et l'idée, c'est d'arriver à... Quelle est la proposition concrètement que vous avez faite à ce niveau? Justement, la première proposition, et je reviens à vous, la première proposition, d'abord, c'est de faire en sorte que on essaie d'avoir un régime semi-parlementaire. Un régime semi-parlementaire, c'est quoi? C'est-à-dire que le gouvernement doit provenir de la majorité parlementaire. Après les élections législatives, il doit y avoir une conséquence sur la formation du gouvernement. Le gouvernement doit être, comme partout dans le monde, formé par la majorité parlementaire, mais la majorité parlementaire ne doit former qu'environ 60% des sièges au sein du gouvernement. Les 40% des sièges ministériels au sein du gouvernement doivent provenir normalement dans ce genre de modèle des partis qui sont minoritaires au Parlement. Quelle est la conséquence? C'est qu'après les élections, ça force tous les partis à travailler ensemble pour justement atteindre des objectifs d'ici les prochaines élections, parce que chaque parti sera jugé sur les résultats. Ça, c'est un premier exemple concret. Un deuxième exemple concret.
Nous savons un peu comment fonctionnent les nominations dans notre pays. Donc, le président de la République, c'est vrai que quand on a un bon président de la République, ça fonctionne. Mais quand on a un président de la République qui n'est pas très bien entouré, quelquefois, les nominations virent dans des directions qui ne sont pas très avantageuses pour notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, le président de la République conserve son pouvoir de nommer les cadres de l'administration dans le pays. Cependant, prenons l'exemple du président de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle. Le président de la République doit, dans le modèle que nous proposons, proposer deux cadres pour chaque poste de magistrat de la Cour suprême. Et ces deux doivent être passés à une seconde chambre au sein de l'Assemblée nationale pour être accepté ou validé. Donc, il doit y avoir une seconde chambre au sein de l'Assemblée nationale qui doit un peu jauger, un peu voir, pour qu'on puisse avoir des cadres qui sont, j'ai envie de dire, modérés à la tête de nos institutions. Ça, c'est pour tous les postes qui sont des postes d'intérêt nationaux. Le chef d'État général des armées, le ministre de la Défense peut être directement nommé par le président, mais le chef d'État-major général des armées, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Donc, vous voyez, le président de la République nomme toujours ses hauts magistrats parce qu'il est le magistrat suprême du pays. Cependant, pour que sa nomination soit validée, il faudrait qu'effectivement, il passe devant cette deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale. Cette deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale, dans le modèle que nous proposons, c'est une chambre qui est constituée de façon équitable. Je dis bien équitable par les différentes régions administratives de notre pays. Donc, nous avons 8 régions administratives. Supposons que la Chambre comportera 50 ou 60 sages. Donc, 60 sages divisés par 8. Chaque région administrative doit amener le même nombre de chambres. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait en sorte que... Vous transportez le problème justement régional dont on parle souvent au niveau de nos institutions avec cette proposition. Justement, c'est pour faire en sorte que... Excusez-moi, c'est pour faire en sorte que... Non, faciliter... Enfin, mais là, il n'a pas parlé de région. Mais là, il n'a pas parlé de région, il a parlé de... Région administrative. Et non naturelle. Hein. Et l'avantage de ce modèle, il a parlé de région administrative. Exactement. L'avantage de ce modèle, c'est quoi? C'est que toutes les couches de notre société se reconnaîtront à la rédaction des lois dans notre pays et se sentiront concernées par la rédaction des lois. Et puis, il y a des lois qui ne pourront pas être votées sans que l'avis de toutes les couches de notre population soit pris en compte. C'est un avantage considérable, ça permet d'apaiser. Dernier exemple concret, je pense aux gouverneurs des différentes régions administratives. Nous en avons 8. Ces gouverneurs sont actuellement nommés par le président de la République. On doit arriver à une situation où les gouverneurs des régions administratives sont élus par les populations régionales. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet, par exemple, juste un exemple concret, et je ne vais pas rentrer dans le communautarisme ni dans le régionalisme, mais ça permet, par exemple, disons, à Kankan. À Kankan, le gouverneur de Kankan doit être élu par les populations de Kankan. Donc, les populations de Kankan, quelque part, se diront, quel que soit celui qui est élu à Conakry, ou bien le président de la République, mais à Kankan, quand même, c'est nous qui votons, c'est nous qui allons élire notre gouverneur. Et en ce moment-là, ça apaise encore. L'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est d'arriver à une situation où on peut faire des élections sans qu'il n'y ait de mort, sans qu'on ne se tue pour le pouvoir. Baïla va poser sa question. Oui, c'est le régime présidentiel. Vous parlez d'un régime présidentiel. Il a appelé semi-parlementaire. Non, consociatif. Ah, d'accord. Semi-parlementaire. Et la raison pour laquelle je dis c'est semi-parlementaire, c'est parce que dans ce modèle, le président de la République, effectivement, la Guinée, on a une culture traditionnelle qui fait en sorte qu'on a besoin d'hommes forts pour conduire le pays. Le président de la République va toujours être élu au suffrage universel. C'est la rencontre entre un homme et la nation. Et avec ce modèle, il pourra être le président de la République au-dessus de la mêlée parce que c'est lui qui va arbitrer le travail du gouvernement. C'est lui qui va travailler avec le gouvernement pour mettre en œuvre sa politique. Et en ce moment-là, c'est lui qui incarne la nation. C'est lui qui incarne la nation. Il y a un problème. Il y a un problème. D'ailleurs, plusieurs. Oui, d'ailleurs, parce que cette juxtaposition au niveau du sommet de l'État pourrait créer un bicéphalisme. Tu ne dis pas son nom. Non, écoutez, un exemple concret. En France, le président de la République est élu directement. Et à chaque fois qu'il y a élection législative, si jamais l'opposition gagne les élections législatives, le Premier ministre en France devient Premier ministre de l'opposition. Oui, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça, c'est la réalité. Au Sénégal, c'est la réalité. La France est loin. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est engagé. Il faut tenir compte des réalités des pays. Les réalités ne sont pas les mêmes. Au-delà de ça, c'est une réalité. Ce au qu'il vient de Sénégal, décrire, c'est une réalité politique. Mais ce qui est quand même un peu inquiétant dans vos explications, c'est lorsque il y a un premier ministre élu et un président de la République élu. Et aujourd'hui, on a vu avec la 4e République en France, bien avant la 5e République, la quasi-totalité des instabilités au sommet de l'État, c'est lié. Alors, je me permets de vous arrêter parce que le Premier ministre n'est pas élu. Le Premier ministre est nommé par le président de la République dans le parti qui arrive majoritaire au Parlement. Il n'est pas élu.
Seul le président de la République est élu. Et puis les députés de la nation sont naturellement élus. D'une majorité. Alors, il va poser sa question rapidement. Oui, allez-y. C'est notre spécial des questions juridiques là. Oui, d'abord, permettez-moi de le féliciter pour l'initiative. Parce que là, on parle de transition, de refondation, de réforme constitutionnelle. Il faut féliciter ceux qui produisent des idées, ceux qui proposent et qu'on en débatte. Donc, vraiment, félicitations. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions. C'est très intéressant, le projet. D'abord, une question de légistique, si je puis me permettre. Je constate que le projet, il y a plus de 200 et quelques articles, il est très volumineux. Contrairement, on va dire, à notre tradition constitutionnelle. C'est-à-dire, et vous êtes allé en détail, je donne un exemple. Par exemple, il y a des dispositions sur les dispositions du code foncier, par exemple, sur le domaine public, le domaine privé. Et il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont dans nos lois actuelles que vous avez en quelque sorte constitutionnalisées. Et c'est volontaire. Pour répondre juste à cette question-là, allez-y. De manière très volontaire, nous avons opté pour cette stratégie. La raison pour laquelle, c'est parce que la Constitution dans notre pays est la loi fondamentale qui est généralement supposée être connue par tous les citoyens. Donc nous nous sommes dit, afin que les lois et le fonctionnement des institutions soient mieux connus par nos citoyens, dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, il est préférable. Mais encore une fois, c'est juste une proposition. On peut retenir un autre modèle. Mais il est préférable d'intégrer dans notre constitution elle-même les détails, un certain nombre de détails qui permettent à chaque citoyen de comprendre ses droits, comment ces droits se manifestent et comment faire en sorte que ces droits soient respectés. Voilà pourquoi nous avons adopté cette démarche de rajouter un certain nombre de détails dans la réforme constitutionnelle que nous avons proposée. Ok, très bien. Maintenant, j'ai plusieurs questions, mais par exemple, du coup, en parlant du code foncier, vous réservez la propriété aux nationaux. C'est-à-dire, j'ai vu une disposition qui interdit aux étrangers d'être propriétaires en Guinée. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent avoir que des bails. Alors, il faut clarifier les choses. Oui. Le code foncier, le code foncier, ce n'est pas une interdiction, c'est sur un délai qui est limité dans le temps. 75 ans, si vous avez bien lu. 75 ans, c'est le délai auquel un étranger, j'ai envie de dire, un non-guinéen, est supposé avoir l'autorité ou l'habilité à détenir un terrain en Guinée. Après ce délai, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'avoir, mais il faut le renouveler et suivre la procédure normale. Ça se passe un peu partout ailleurs. Et je vais vous dire, ça c'est un enjeu international parce que nous observons de plus en plus beaucoup d'autres contrées venir en Afrique, acquérir les terres africaines pour cultiver les terres africaines et ne pas laisser ces cultures pour l'Afrique, les exporter ailleurs. Donc oui, c'est bien l'accaparement des terres. Exactement, c'est bien qu'on ouvre notre territoire africain à l'ensemble de l'humanité, comme ça se passe un peu partout. Cependant, il faut qu'on contrôle un tout petit peu pour ne pas rentrer dans des contrats qui permettent à l'avenir à pénaliser nos populations locales. Oui, vous parlez de cet aspect, l'article 42, la limitation des libertés. Est-ce que le terme n'est pas un peu liberticide? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de parler d'encadrement de liberté que de parler de limitation? Parce que c'est un peu c'est restrictif. C'est une question sémantique, si vous me permettez. Il est important que le citoyen sache quels sont ses droits et libertés, mais il est important, et ça c'est très connu, c'est très populaire, que chaque citoyen sache que ses libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. Donc, dans la limitation de la liberté, il faudrait qu'on le comprenne d'une manière qui va dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le Guinéen n'a pas des droits et des libertés. Tout au contraire, si vous avez bien lu le texte, vous verrez qu'il y a des droits additionnels, notamment le droit sur la question écologique, sur la nature, qui donne aux riverains, aux citoyens guinéens, aux populations guinéennes, le droit, si jamais ils pensent que leur bien à un environnement, leur droit à un environnement sain est violé, de porter plainte, et en ce moment-là, la responsabilité de la preuve ne revient même pas aux citoyens guinéens d'aller devant la justice pour dire que j'ai la preuve qu'on a violé mon droit à un environnement sain. Il reviendra à l'accusé de prouver que non, il n'a pas violé le droit du citoyen. Donc il y a des acquis, il y a de nouveaux droits pour le citoyen dans cette proposition de constitution. Oui, mais ce texte qui a été quand même écrit en 2010, il a fait l'objet de révision en 2022. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que pendant la transition de 2010, vous étiez aussi aux aguets et puis, puisque la Guinée est dans une nouvelle transition, vous avez réchauffé le texte pour le mettre à... C'est une très bonne question. C'est ça, il a actualisé. Hein. Je l'ai actualisé. Absolument, je l'ai actualisé. C'est des forces en attente. Quand il y a des transitions, c'est des forces en attente. J'étais dans cette démarche, monsieur Marouane, j'étais dans cette démarche depuis 2008. C'est en 2008, j'ai parlé tout à l'heure d'un travail de recherche scientifique. Depuis 2008, on s'interrogeait. Vous savez, quand les jeunes quittent le pays,
avec beaucoup de questionnements. Donc, les travaux de recherche intellectuelle et scientifique pour trouver le modèle qu'il faut pour notre pays ont commencé depuis 2008, avant même l'ouverture de la transition de 2008. Et durant la période de 2008, ça a coïncidé sur le fait que nous avions déjà nous avons déjà trouvé le modèle qu'il faut et nous étions en train de rédiger afin de proposer au CNT de l'époque. Très malheureusement, vous savez comment ça s'est passé en 2010. On a eu un CNT dont les membres ont été nommés, même s'ils sont compétents, de façon un peu opaque, à Ouagadougou. Deuxièmement, le CNT a rédigé une constitution dont aucun citoyen ne connaissait le contenu. Beaucoup plus représentative que et troisièmement, la constitution a été décrétée. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, durant ces dernières années, nous n'avons jamais cessé, au cours sur les réseaux sociaux, à faire signer la pétition. Vous verrez que la dernière partie de ce projet que je vous ai envoyé concerne les signataires d'une pétition, environ 1600 jeunes qui soutiennent l'idée qui est derrière ce projet de constitution. Et puis, nous avons vu la démarche du CNRD, cette fois-ci, qui est totalement différente de la démarche de 2010, de 2008 à 2010. Cette démarche participative qui invite les citoyens à se saisir, à s'approprier le processus de réforme constitutionnelle, nous a inspiré. Et voilà l'une des raisons pour laquelle je suis venu soumettre ce projet aux hautes autorités de la transition. Alors, le plus souvent, chez nous, c'est déjà fait, donc. La politique... vous avez soumis à qui? Vous avez déjà soumis? Alors oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président Dansa Kourma, le président du CNT. J'ai eu un entretien extrêmement fructueux avec lui et j'étais même étonné du niveau de détail dans lequel il est allé. Il avait le dossier qui est ouvert sur son bureau avec des notations. C'est extrêmement rassurant et j'encourage tous les citoyens j'encourage tous les citoyens à effectuer la même démarche durant cette transition, à aller vite pendant qu'il est important, soumettre des propositions. Pour que votre proposition soit... Non, mais c'est important qu'il invite tout le monde à contribuer. C'est normal. Non, je parle du cas de Dansa Kourma. Je ne parle pas de l'invite. D'accord, alors ma question, il a parlé de Dansa Kourma, au niveau et tout. Bon, très bien. Alors, la question que je voulais poser, c'est par rapport... On sait qu'en Guinée, les manifestations sont beaucoup plus d'ordre politique que social. Aujourd'hui, vous, dans votre proposition, par rapport aux partis politiques, est-ce que vous avez milité, parce que pour moi, vous avez ramené tout à un autre texte qui va détailler, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que c'est le multipartisme, le bipartisme ou tout au moins? C'est une question fondamentale. Et surtout aussi la question liée à la candidature indépendante, ça vous l'avez déjà évoqué, mais en plus, est-ce qu'à la date, il y a une question de limitation d'âge aussi? Alors, très bien. Premièrement, le droit d'association, le droit au multipartisme dans notre pays est acquis depuis les années 90. C'est un acquis démocratique sur lequel il ne faut pas revenir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans notre proposition, effectivement, nous consacrons aux partis politiques la protection dont ils ont nécessaire pour pouvoir faire leur travail. Cependant, dans ce projet de proposition que nous avons, il est clairement indiqué que la mission des partis politiques, ce n'est pas simplement d'attendre le moment des élections pour aller aux élections, c'est de participer à l'éducation des citoyens. Donc oui, les manifestations, c'est un droit légitime, un droit universel pour tout citoyen du monde. Cependant, l'une des missions des partis politiques doit être la possibilité d'éduquer les populations. Troisièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le projet de constitution que nous avons est fait de telle sorte que, en réalité, la Guinée peut arriver à un système démocratique, un système institutionnel qui fasse en sorte qu'on puisse connaître une stabilité politique, que les contradictions puissent intervenir dans les institutions, dans le Parlement, la deuxième chambre du Parlement, le gouvernement qui est composé non seulement d'une majorité parlementaire, mais aussi de tous les partis politiques. Au niveau régional, une assise au niveau régional pour les gouverneurs des différentes régions. Et en même temps, le président de la République qui est au-dessus de la mêlée peut faire en sorte que toutes les contradictions politiques, à moins que vraiment on soit de mauvaise foi, mais toutes les contradictions politiques puissent intervenir au sein des institutions. Dans ce schéma, il n'y a donc pas d'opposition. Oui. Si le gouvernement... on représente les partis qui sont de l'opposition, qui sont au Parlement, sont dans le gouvernement. De fait, institutionnellement, il n'y a plus d'opposition. Mais si, bien sûr, l'opposition en ce moment, on peut dire, c'est une opposition parlementaire et qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, un peu civilisée. Vous savez, l'opposition est complémentaire. Vous ne pouvez pas être opposant.
le même parti ne peut pas être opposant au niveau du Parlement et en même temps au niveau de l'exécutif, il est associé à la gestion. Mais si justement le système politique sera fait de telle sorte que le parti majoritaire aura le pouvoir de conduire sa politique, cependant pour conduire sa politique, il faut avoir un gouvernement de grande coalition et l'opposition en ce moment sera une opposition constructive au sein du Parlement. Et plus que ça, chaque parti politique, après les élections, se mettra au travail. Supposons que vous faites partie d'un gouvernement où vous êtes minoritaire au sein du gouvernement, vous occupez le poste, par exemple, du ministère des Transports. D'ici les prochaines élections, vous voulez prouver à vos citoyens, à vos militants que oui, en tant que ministre du Transport, vous avez des résultats et que si jamais on vous donne une majorité, vous pouvez amplifier les résultats. Si par contre, il se trouve que malgré que vous soyez ministre des Transports, vous n'êtes pas capable de faire des résultats, en ce moment-là, notre parti risque de te mettre les bateaux dans les roues. Le président de la République sera là pour justement arbitrer. Évidemment, si le président de la République arbitre, la loi de finances est votée et que les priorités, on s'accorde sur les priorités du gouvernement, en ce moment, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas dérouler. Mamadou Ouri Diallo, président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à Habib Marwan Kamara, merci à Baila Ahmed Traoré, à Sekou Keita Ndoye, Cheikh Salibou était là. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la radio comme à la télé. La grande équipe vous donne rendez-vous le lundi, ça sera 19 septembre 2022. Si Dieu, le propriétaire des jours à venir le veut bien. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.